Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 4 filles, 2 garçons, tous âgés de moins de 10 ans, tous endormis dans un immeuble résidentiel de la capitale de l'Iran. Ils ne se sont pas réveillés. Aucun soldat, aucun combattant, aucune cible militaire, seulement des enfants. Et les gouvernements responsables n'ont même pas commenté. L'examen juridique est en cours, mais les enfants ont déjà disparu. Et ce qui se passe cette nuit, au moment où l'échéance expire et où 90 millions de personnes perdent leur électricité, est quelque chose que personne n'est prêt à entendre. Quelque part, une équipe de communication pense sans doute encore qu'une police plus agressive et un pupitre plus bruyant peuvent faire passer cela pour une stratégie. Ce n'est pas un titre écrit pour choquer, c'est un fait. 6 enfants, 4 filles, 2 garçons, tous âgés de moins de 10 ans, tous endormis chez eux, tous vivant dans un quartier résidentiel de la capitale de l'Iran, Téhéran. Et au moment où le soleil s'est levé sur le comté de Baharestan, ils étaient plus là. Pas des soldats, pas des combattants, pas des gens engagés dans un quelconque combat. Des enfants, la catégorie la plus jeune de civils qui existe partout dans le monde, sous n'importe quelle loi jamais écrite. Les faits comptent avant toute autre chose. Pendant la nuit, des frappes aériennes américano-israéliennes ont touché une zone résidentielle du comté de Baharestan, située dans le sud-ouest de Téhéran. L'agence Fars News, l'agence de presse d'État de l'Iran, a rapporté la mort de 6 enfants, tous âgés de moins de 10 ans. 4 étaient des filles, 2 étaient des garçons. Ils dormaient quand les frappes sont arrivées. Ils n'ont pas survécu. C'est la partie avec laquelle les fabricants de slogans ne savent jamais quoi faire, parce que les gravats n'applaudissent pas au bon moment. La Société du Croissant Rouge iranien, l'équivalent iranien de la Croix-Rouge, a envoyé des équipes de secours sur place. Ce que ces équipes ont trouvé n'était ni une installation militaire, ni un site d'armement, ni un centre de commandement. Elles ont trouvé des gravats. Les gravats d'un immeuble résidentiel, un immeuble qui était encore debout quand ces 6 enfants se sont endormis, un immeuble devenu un amas de béton brisé et de poussière quand les équipes de secours sont arrivées avec leurs mains, leur équipement et leurs caméras. Et elles ont fouillé les décombres à main nue, ce travail précis et épuisant qui consiste à chercher dans les ruines de la maison de quelqu'un pour retrouver les personnes qui s'y trouvaient. Elles ont trouvé 6 enfants sans vie. Le comté de Baharestan n'est pas un détail ici. L'emplacement est essentiel. Baharestan est un district résidentiel densément peuplé du sud-ouest de Téhéran. Ce n'est pas une zone industrielle. Ce n'est pas un corridor militaire. Ce sont des immeubles d'habitation, des familles vivant à proximité d'autres familles, des enfants vivant dans les mêmes immeubles que d'autres enfants. La réalité ordinaire et précise d'une grande ville où 9 millions de personnes vivent leur vie quotidienne. C'est ce quartier qui a été frappé pendant la nuit. L'agence Fars News a été claire dans sa description. Les frappes ont touché une zone résidentielle, pas une installation militaire, pas un site du corps des gardiens de la révolution islamique, pas une catégorie de cibles dont la destruction a été présentée comme un objectif militaire par le gouvernement américain ou le gouvernement israélien pendant toute cette campagne. Une zone résidentielle dans une partie de Téhéran où vivent des familles, où dorment des enfants, et les gouvernements américains et israéliens, à ce matin, n'ont pas commenté cette frappe précise. Le silence, encore une fois, sert de substitut à la reddition de comptes, à un truc favori dans n'importe quel manuel de communication d'hommes forts. La réponse habituelle dans ce genre de situation, c'est un processus d'examen, une évaluation de ce qui a été visé, une enquête pour déterminer si le ciblage était conforme aux lois des conflits armés. L'examen est en cours. Les enfants, eux, sont déjà morts. Ces 2 phrases existent dans cet ordre, et cet ordre compte. L'examen, sa paperasse, les enfants ont leur tombe, ce qui constitue un arrangement d'une efficacité brutale pour tous ceux qui sont accros où nous examinons la situation. Ce que représentent 6 enfants de moins de 10 ans n'est pas un chiffre, mais une réalité humaine. 6 n'est pas un grand nombre quand il apparaît dans une statistique. 6 est un nombre immense quand chaque unité de ce nombre est un enfant avec un âge, un nom, une famille et une chambre dans un immeuble résidentiel du comté de Baharestan. 4 filles, 2 garçons, tous âgés de moins de 10 ans. Le plus jeune d'entre eux n'avait même pas atteint l'âge où les lois des conflits armés commenceraient, même en théorie, à le considérer comme pertinent dans un calcul militaire. Aucun d'eux ne l'avait atteint. Avoir moins de 10 ans signifie exactement cela. Aucun de ces 6 enfants n'était entré dans la 2e décennie de sa vie. Ils ont été retrouvés dans les décombres par les équipes du Croissant Rouge, filmés par des caméras, signalés par l'agence Fars News. Leur mort n'est ni une affirmation, ni une allégation. C'est un fait confirmé à ce matin. 4 filles, 2 garçons, comté de Baharestan, Téhéran, pendant la nuit. Ce qui s'est produit la nuit dernière
n'est pas le point de départ de cette histoire. C'est le point où 38 jours de frappes accumulées ont fini par produire quelque chose qu'aucun vocabulaire militaire n'a les mots pour expliquer. Mais le vocabulaire militaire va quand même essayer, parce qu'il y a toujours un autre consultant prêt à transformer l'horreur en note de brefage. Il existe un livre de règles pour la guerre. La plupart des gens ne savent pas qu'il existe, mais il existe. Il existe depuis des décennies. Il a été écrit précisément pour que des moments comme celui de la nuit dernière dans le comté de Baharestan n'arrivent jamais. Il a échoué la nuit dernière. Ce livre de règles s'appelle le droit international humanitaire. Certains l'appellent les lois des conflits armés. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une ligne directrice que les gouvernements peuvent choisir de suivre quand cela les arrange. C'est le cadre juridique dans lequel chaque opération militaire menée par chaque gouvernement, y compris les États-Unis et Israël, est tenu d'agir. Et il repose sur 3 exigences fondamentales qui concernent directement ce qui s'est passé pendant la nuit à Téhéran. La première exigence s'appelle la distinction. Cela signifie qu'avant qu'une frappe ne soit menée, l'armée doit faire la distinction entre un objectif militaire et un bien civil. Un site d'armement est un objectif militaire. Un immeuble résidentiel dans le comté de Baharestan, où 6 enfants de moins de 10 ans dorment, est un bien civil. Ces 2 catégories ne peuvent pas être confondues. Elles ne peuvent pas être traitées comme équivalentes. La distinction entre elles n'est pas facultative. C'est l'exigence fondamentale de tout le cadre juridique. 6 enfants de moins de 10 ans ont été tués dans une zone résidentielle pendant la nuit. L'exigence de distinction existe précisément pour empêcher ce résultat. Et pourtant, il y a toujours une faction politique qui entend bien civil et répond avec un exercice d'image de marque. La deuxième exigence s'appelle la proportionnalité. Elle signifie que, même si une cible militaire se trouve près d'une zone civile, les dommages civils anticipés d'une frappe contre cette cible ne peuvent pas être excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu. En termes simples, si le gain militaire d'une frappe ne vaut pas les vies civiles qu'elle coûtera, cette frappe n'est pas permise. Avant que les frappes ne touchent le comté de Baharestan la nuit dernière, une évaluation de proportionnalité était requise. Cette évaluation devait calculer les pertes civiles anticipées, y compris les enfants endormis dans les immeubles résidentiels du secteur, en fonction de l'avantage militaire attendu de la frappe. L'une de 2 choses s'est produite. Soit l'évaluation n'avait pas anticipé que 6 enfants de moins de 10 ans seraient tués, soit elle a anticipé leur mort et déterminé que l'avantage militaire attendu n'était pas excessif par rapport à la mort de 6 enfants de moins de 10 ans dans leur sommeil. Ces 2 possibilités exigent une réponse sérieuse des gouvernements dont les appareils ont mené les frappes. Les enfants sont morts. La réponse n'est pas venue. Certains mouvements politiques sont très courageux avec les adjectifs et remarquablement timides avec les réponses. La troisième exigence s'appelle la précaution. Elle signifie que toutes les mesures réalisables doivent être prises pour éviter et réduire au minimum les pertes civiles avant qu'une frappe ne soit menée. Des avertissements quand c'est possible, des ajustements de l'horaire quand c'est faisable, des changements d'itinéraire, des réévaluations de cibles, toutes mesures disponibles pour réduire le risque pesant sur les civils qui vivent dans la zone d'une frappe. Les frappes sont arrivées pendant la nuit alors que les enfants dormaient. Les mesures de précaution qui ont été prises et la question de savoir si elles étaient suffisantes font maintenant partie du processus d'examen que les gouvernements américains et israéliens n'ont pas encore confirmé publiquement avoir lancé. Les enfants sont morts. L'exigence de précaution sera évaluée après coup. Après coup, c'est là que la politique théâtrale donne le meilleur d'elle-même. Les conséquences funestes d'abord, le ton assuré ensuite. Ce qui rend le tableau juridique encore plus complexe, c'est ceci. La même nuit où 6 enfants ont été tués dans le comté de Baharestan, une frappe américano-israélienne près de l'université de technologie Sharif, à Téhéran, a endommagé une station-service et causé des dégâts à la mosquée de l'université. L'université Sharif est l'université technique la plus prestigieuse d'Iran. Ces départements de physique et d'ingénierie ont historiquement formé des scientifiques liés au programme nucléaire et balistique de l'Iran. Cela en fait dans le langage de la doctrine du ciblage militaire, une installation à double usage, une cible légitime à proximité du domaine militaire. Mais le comté de Baharestan n'est pas l'université Sharif. Baharestan est un district résidentiel du sud-ouest de Téhéran. Et la même nuit où une installation universitaire à proximité du domaine militaire a été frappée, une zone résidentielle de la même ville a aussi été frappée. 6 enfants sont morts dans cette zone résidentielle. Le schéma de ciblage d'une seule opération nocturne, qui comprend une installation universitaire à proximité du domaine militaire et un quartier résidentiel dans la même ville, la même nuit, est précisément le type de schéma que l'exigence de distinction des lois des conflits armés a été conçue pour encadrer.
Infrastructure à proximité du domaine militaire, zone résidentielle, même nuit, même ville, 6 enfants. Le cadre juridique dispose d'un langage clair pour décrire ce qui s'est produit la nuit dernière. Ce qu'il n'a pas, c'est le pouvoir de ramener ces 6 enfants à la vie. Aucune mise en scène derrière un pupitre, aucune démonstration de virilité en mode campagne électorale et aucune publication sur la fermeté ne peuvent rendre ce que cette frappe a effacé. 6 n'est pas le nombre à l'origine de tout cela. C'est le nombre qui a forcé le monde à cesser de détourner le regard. Parce que ce que les manchettes de ce matin ne diront pas à celles et ceux qui n'ont pas suivi depuis le 28 février, c'est ceci. Les 6 enfants retrouvés dans les décombres du comté de Bar-Restan pendant la nuit ne sont pas les premiers enfants tués dans ce conflit. Ils ne sont pas les Dix. Ils ne sont même pas près d'être les centièmes. Ils sont 6 parmi plus de 200. 200 enfants tués depuis le premier jour de cette campagne, sur 38 jours, dans 26 des 30 et en province de l'Iran, dans des écoles, des hôpitaux et des immeubles résidentiels, et dans ces lieux ordinaires et précis où vivent les enfants, parce que les enfants ne vivent pas dans des installations militaires, ils vivent là où tout le monde vit. Et pendant 38 jours consécutifs, les lieux où vit tout le monde en Iran ont été frappés pendant la nuit. Il faut s'arrêter un instant sur ce nombre. Pas 6, 200. 200 enfants dont les morts se sont accumulés dans des bilans humains qui apparaissent dans les nouvelles internationales sous forme de chiffres. Et cela demande quelque chose de plus que des chiffres pour être pleinement compris. Le début compte. Le premier jour de ce conflit était le 28 février. Et ce premier jour, avant que les cadres diplomatiques ne soient établis, avant que les propositions de cessez-le-feu ne soient rédigées, avant que les calculs d'interception ne deviennent un sujet quotidien de brefage, des missiles ont frappé l'école Shajer Taba à Minab, une école. Au moins 170 personnes ont été tuées dans cette frappe. La plupart étaient des filles âgées de 7 à 12 ans, assises dans un bâtiment scolaire, dès le premier jour, d'un conflit que les gouvernements qui le menaient décrivaient dans le langage des objectifs stratégiques et de la nécessité militaire. C'est le genre de réalité qui montre à quel point il est obscène de voir la politique mettre en marché la destruction comme si c'était l'ouverture d'une émission de télé. 170 personnes, en majorité des filles, âgées de 7 à 12 ans, jour 1. Les institutions ont réagi. L'UNICEF a publié une déclaration. Elle disait que le meurtre d'enfants exigeait la plus vive condamnation. Cette plus vive condamnation a été exprimée. Elle a été notée par les gouvernements concernés. La campagne a continué. La plus vive condamnation, en fin de compte, perd encore contre la plus grande fanfaronnade quand les caméras tournent. À la mi-mars, 2 semaines et demie après le début du conflit, le ministre iranien des Affaires étrangères a rapporté que plus de 200 enfants avaient déjà été tués. Cette déclaration a été faite lors d'un forum diplomatique. Elle a été enregistrée. Elle a été rapportée. Elle s'est ajoutée au bilan humain que le ministère iranien de la Santé tient depuis le 28 février. Ce bilan s'élève maintenant à plus de 1370 personnes tuées par des frappes américano-israéliennes depuis le début de la campagne. Plus de 1370 personnes. Dans ce nombre se trouvent les 170 morts de l'école de Minab. Dans ce nombre se trouvent les plus de 200 enfants signalés à la mi-mars. Dans ce nombre se trouvent 6 enfants, 4 filles, 2 garçons, tous âgés de moins de 10 ans, retrouvés pendant la nuit dans les décombres du comté de Bar-Restan, à Téhéran. Les 6 enfants de Bar-Restan ne sont pas un tournant, ils sont une continuation. Ce que le langage de la stratégie militaire assimile mal, dans une continuation, c'est que chaque frappe, chaque bilan humain est évalué isolément. Un examen du ciblage est ouvert, une enquête est menée, une déclaration est publiée, puis la frappe suivante survient et le processus recommence. Ce qui n'est pas évalué isolément, c'est le schéma d'ensemble. 38 jours, 26 provinces, 81, 365 sites civils endommagés selon le décompte de la propre Société du Croissant Rouge de l'Iran, plus de 1370 personnes tuées, plus de 200 enfants parmi elles, des hôpitaux frappés, des universités frappées, des écoles frappées au jour 1, des immeubles résidentiels frappés au jour 38. Ce n'est pas une série de décisions de ciblage isolées. C'est un schéma. Et les schémas révèlent quelque chose que les incidents individuels ne peuvent pas révéler. Ils montrent la direction cumulative d'une campagne. La direction cumulative de cette campagne, mesurée sur 38 jours de données humaines, a produit un résultat constant. Des infrastructures civiles endommagées, des populations civiles tuées, des enfants, de manière précise et répétée, parmi les morts. Les 6 enfants de Bar-Restan sont le point de données le plus récent de ce schéma. Ils ne sont pas l'exception. Ils en sont la confirmation.
Mais l'argumentaire de l'escalade permanente a toujours besoin d'un slogan de plus pour faire semblant que ce schéma est accidentel. Ce qui vient ensuite, ce que signifie pour 90 millions d'Iraniens déjà exposés à 38 jours de ce schéma, l'échéance du 6 avril, qui expire ce soir, n'est pas une continuation de ce qui s'est déjà produit. C'est quelque chose de catégoriquement différent et de beaucoup plus dangereux. L'échéance expire ce soir, et 6 enfants ont été retrouvés dans les décombres ce matin. Ces deux faits existent le même jour, ce même mardi, ce même 6 avril, où Trump a publié sur Truth Social, pendant que les équipes du Croissant Rouge fouillaient encore les décombres d'un immeuble résidentiel du comté de Bahrestan, à Téhéran. Le message n'était pas diplomatique. Il n'était pas rédigé dans le langage prudent de la politique étrangère ou de la stratégie militaire. Il était direct. Centrale électrique, pont, le tout enveloppé dans une seule échéance, un seul message au gouvernement iranien. Ouvrez le détroit ou faites face aux conséquences. Les conséquences décrites par Trump sont des frappes contre le réseau électrique national de l'Iran. Et c'est là que 6 enfants tués par une frappe de missile direct pendant la nuit prennent une autre dimension de l'horreur, parce que ce que produit une frappe contre un réseau électrique n'est pas la même chose que ce que produit un missile frappant un immeuble résidentiel. C'est plus lent, c'est plus étendu, et dans un pays de 90 millions d'habitants qui a déjà absorbé 38 jours de frappes continues, cela peut être bien plus dévastateur que tout ce que cette campagne a produit jusqu'ici. Pour l'aile performative de la politique, cependant, une menace n'a besoin que d'avoir l'air dur, pas de survivre au contact de la réalité humaine. Le réseau électrique de l'Iran alimente bel et bien les hôpitaux qui soignent les victimes depuis le 28 février, ces mêmes hôpitaux pour lesquels l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a documenté la perte de 50 et un travailleur de la santé dans les frappes de cette campagne, les hôpitaux qui prennent actuellement en charge les blessés de 38 jours consécutifs de frappes nocturnes dans 26 provinces. Quand le réseau électrique s'effondre, ces hôpitaux ne font pas simplement éteindre leur lumière. Leur système de maintien en vie s'arrête. Leur salle d'opération plonge dans le noir. Leur capacité à soigner les blessés, les personnes sorties des décombres comme les 6 enfants de Bahrestan, disparaît. Mais c'est précisément là que la rhétorique de la force brute cesse de réfléchir, juste avant que l'effondrement des systèmes ne se transforme en effondrement humain. Il alimente les installations de traitement de l'eau qui empêchent 90 millions de personnes de boire de l'eau contaminée. Le traitement de l'eau n'est pas un système de luxe. Ce n'est pas une infrastructure dont une population peut se passer pendant une période prolongée. Quand le traitement de l'eau échoue dans un pays de 90 millions d'habitants, la population ne vit pas un simple inconvénient. Elle vit une urgence de santé publique qui produit ses propres morts, non pas à cause de missiles, mais à cause de maladies hydriques qui se propagent dans une population sans eau propre et sans hôpitaux fonctionnels pour soigner les malades. La version au micro de la force semble ne jamais parler du choléra, de la dialyse ou de ce qui arrive quand l'eau potable devient un accessoire politique. Il alimente les infrastructures de communication par lesquelles la Société du Croissant Rouge iranien coordonne ses opérations de secours, les mêmes équipes de secours qui sont arrivées dans le comté de Bahrestan pendant la nuit avec leur équipement, leurs caméras et leurs mains. Sans infrastructure de communication, ces équipes ne peuvent pas se coordonner. Sans électricité, leur équipement ne fonctionne pas. Les personnes ensevelies sous les décombres lors de frappes futures. Et selon 38 jours de données de schéma, il y aura des frappes futures, mettront plus de temps à être retrouvées. Voilà ce qui arrive quand une politique est rédigée sur le ton d'un slogan de rassemblement. La mécanique du secours est traitée comme un simple décor. Les 6 enfants de Bahrestan ont été tués par une frappe directe, un missile, une explosion précise, à un endroit précis, à un moment précis de la nuit. Les frappes contre le réseau électrique tueront des gens par cascade, pas immédiatement, pas dans un seul lieu, pas à un seul moment, mais à travers tout un pays de 90 millions d'habitants, par la réaction en chaîne précise qu'entraîne l'effondrement des infrastructures lorsqu'il frappe une population déjà affaiblie par 38 jours de dégâts accumulés. Les 2 catégories de morts sont des morts. Le missile qui a tué 6 enfants dans le comté de Bahrestan est visible. Il a produit des gravats. Il a produit des images. Il a produit des caméras du Croissant Rouge documentant la preuve physique précise de ce à quoi ressemble un immeuble résidentiel après avoir été frappé pendant la nuit. L'effondrement du réseau électrique ne produira pas ces images. Il produira des chiffres d'admission à l'hôpital, des rapports de contamination de l'eau, des statistiques d'éclosion de maladies, cette arithmétique invisible et précise de la défaillance des infrastructures qui tue les gens lentement et sans la preuve immédiate qu'une frappe de missile produit. Et la souffrance invisible est toujours pratique pour les politiciens qui préfèrent les lignes d'applaudissements aux lignes de reddition de comptes. Le dernier fait que toute cette histoire, dans l'ensemble de ces 38 jours, exige d'être compris clairement, c'est ceci. Les institutions ont parlé. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU,
a condamné. L'UNICEF a exprimé la plus vive condamnation. Le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a appelé au respect du droit. L'OMS a documenté les morts. Toutes les déclarations que le cadre international du droit humanitaire et les institutions mondiales sont capables de produire ont déjà été produites. Les frappes ont continué. 6 enfants ont été retrouvés ce matin. L'échéance expire ce soir. Les menaces contre le réseau électrique sont actives. Et quelque part à Téhéran, en ce moment même, dans le comté de Bahrestin, dans le district voisin ou dans l'immeuble résidentiel situé 3 rues plus loin, des enfants dorment encore, attendant un matin que les 38 derniers jours n'ont promis à personne. Pendant ce temps, le théâtre de la dureté continue, convaincu pour toujours qu'un message plus tonitruant peut échapper à la facture morale qui finit toujours par arriver. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.